notre partenaire global, partenaire digital, qui se trouve à Londres, et qui est une organisation de droit londonien. Nous avons un programme qui s'étale sur 2 ans et qui porte sur un programme d'intégration de la société civile dans les processus décisionnels en matière de cybersécurité pour prendre en compte dans les stratégies nationales de cybersécurité les préoccupations concernant les droits humains. Et c'est dans ce cadre que nous avons essayé de faire d'abord un état des lieux de la cybersécurité et de la cybercriminalité au Sénégal, pour ensuite voir comment porter l'engagement de la société civile dans le processus national de la stratégie nationale de cybersécurité au Sénégal et voir comment nous pourrons influer sur les questions relatives aux droits humains par rapport à cette stratégie. La méthodologie, notre organisation Jonction, qui n'est pas une ONG mais une organisation des droits humains, a pu s'appuyer sur un enseignant-chercheur qui est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui s'appelle Thierno Ndiogou, qui a fait l'état des lieux de la cybercriminalité et de la cybersécurité. Et nous nous sommes appuyés aussi sur une de nos collègues qui est juriste, consultante, Astou Diouf, et qui a fait une analyse critique de la stratégie. Oui, la cybersécurité et la cybercriminalité au Sénégal, il faut dire que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans l'encadrement juridique et institutionnel en matière de cybersécurité, surtout en matière de cybercriminalité, parce que très tôt le Sénégal a produit des lois encadrant la société de l'information, notamment en 2008, en adoptant un texte de loi sur la protection des données à caractère personnel, sur les transactions électroniques, une loi sur la cybercriminalité, etc. Donc nous pouvons dire que l'État du Sénégal a fait des efforts quand même. Mais néanmoins, il reste encore, surtout du point de vue de la prise en compte des droits humains, nous pensons qu'avec l'évolution depuis 2008 des technologies de l'information qui va vite, il nous faut essayer de réadapter ces textes au contexte actuel et au contexte futur aussi. Le Sénégal a pris la mesure des menaces, hein, il faut le reconnaître, hein, parce que l'État, comme je le disais, fait des efforts par rapport à ça. Mais par contre, le problème est surtout qu'il nous faut éviter aussi de porter atteinte aux droits humains. C'est vrai qu'il y a les préoccupations, les impératifs de sécurité, les menaces réelles qui sont là, mais cela ne devrait pas justifier la violation des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression, la vie privée, etc. Donc, sur ce plan, je pense que l'État du Sénégal a un peu failli, parce que nous avons vu beaucoup d'arrestations concernant la liberté d'expression, alors que dans la Constitution du Sénégal, nous reconnaissons la liberté d'exprimer ses opinions. Et pour nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous ne comprenons pas toujours pourquoi on arrête des gens parce que tout simplement ils ont exprimé leur opinion. En matière de liberté d'expression, nous avons vu l'arrestation de plusieurs personnes dans ce pays, tout simplement parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Et je pense que, aussi bien au plan international qu'au plan national, il y a des normes qui ont trait à la liberté d'expression et d'opinion. Et nous pensons qu'il n'est pas pertinent d'arrêter des gens parce que tout simplement ils ont exprimé leur opinion. Et nous pouvons donner le cas d'une chanteuse qui a été arrêtée juste parce qu'elle s'est exprimée sur WhatsApp, exprimé son opinion, et les autorités ont pensé que
elle a porté offense au chef de l'État. Et nous pensons que c'était juste une opinion qui ne nécessitait pas une arrestation. Hein, parce que, bon, à mon avis, si on veut que quiconque exprime une opinion dans les réseaux sociaux, sur Internet, il faut l'arrêter, ça ne marchera pas. Je pense que le problème, c'est plus une question de sensibilisation, d'éducation, que d'une voie répressive. Et je pense que le Sénégal, des fois, aussi s'engage plus dans la voie répressive que dans la sensibilisation. Oui, pour nous, il faut respecter la vie privée des gens. Hein. Il faut respecter la vie privée des citoyens. C'est vrai que les menaces sont là et on doit donner des pouvoirs aux juges d'instruction, aux procureurs et aux officiers de police judiciaire. Il est déjà il le faut, hein, pour que nous puissions faire. Il nous faut prendre en compte les droits humains. On ne doit pas permettre à des juges d'instruction, à des procureurs ou des officiers de police judiciaire de procéder à des écoutes sans que ça ne soit encadré par la loi. Et nous pensons qu'il nous faut, dans l'encadrement des enquêtes et autres pratiques judiciaires, il nous faut prendre en compte aussi l'aspect concernant la protection de la vie privée, la confidentialité des correspondances, etc. Et c'est ça aussi qui crée la confiance numérique. Parce que si les citoyens pensent qu'ils sont traqués, tu vois, sur Internet, etc., on ne crée pas un espace de confiance. Hein. Je pense que pour que cet espace de confiance numérique puisse exister, il faut qu'on aussi aux libertés que les citoyens ont de s'exprimer, de ne pas avoir peur. Hein. Il ne faut pas susciter une peur virtuelle ou numérique qui fait que les gens ça ne favorise pas ni la confiance, ni parce qu'après les gens ont une certaine peur, une certaine méfiance par rapport au numérique. Oui, certainement. Je ne peux pas, a priori, comme ça, affirmer que la société civile n'a pas été associée. Peut-être qu'il y a certaines organisations de la société civile qui ont été certainement associées à la rédaction de la stratégie, je ne sais pas trop. Mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas été associés. Et, bon. Mais je pense que là n'est pas le problème qu'on soit associé ou non. Mais fondamentalement, je pense que l'État souvent se méfie des organisations de la société civile. Alors que je pense que nous ne devons pas entrer dans un rapport conflictuel avec l'État. Je pense qu'on doit travailler en partenariat, en synergie, parce que bon, les expertises sont un peu partout, aussi bien au sein de l'État qu'au sein de la société civile, et chacun dans son domaine pourra apporter quelque chose au moment de la prise de décision. C'est vrai, c'est l'État qui doit prendre les décisions, mais on pourrait prendre en compte aussi les points de vue de la société civile concernant certains aspects de la stratégie. Et nous œuvrons pour ça d'ailleurs, et c'est pourquoi nous déroulons ce programme, pour que la société civile puisse participer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité. Et c'est cet engagement de la société civile qu'on essaie de favoriser dans ce programme. Oui, absolument. Et je pense que le président Macky Sall a bien fait d'être présent lors de cette importante appel, parce que nous sommes dans un espace géographique qui est menacé par le terrorisme. Et donc, il nous faut essayer de sécuriser nos pays. Et je pense que sa présence apporte quelque chose, notamment en termes de produire devant beaucoup de spécialistes de la question, la situation au niveau sous-régional, parce que nous sommes confrontés à ce terrorisme qui menace notre pays aussi. Donc il nous faut prendre les devants et sécuriser le maximum possible notre pays.
toujours en tenant compte aussi des droits humains. Les impératifs de sécurité ne doivent pas mener à une violation des droits de l'homme. Et c'est dans ce sens que nous pensons que le président Macky Sall devrait encore pousser pour qu'il y ait une harmonisation, une stratégie sous-régionale de la cybersécurité, parce que c'est des questions globales, ce n'est pas des questions locales tout simplement. Mais ceci, c'est plus des questions globales. Et la lutte contre les menaces ne peut pas se faire juste au niveau local. Et donc je pense qu'au lieu de trouver juste des solutions locales, nous devons trouver des solutions globales à la question sécuritaire. Et sur ce plan, on en appelle au président Macky Sall d'essayer de pousser ses pairs vers l'harmonisation des stratégies en matière de cybersécurité et de cybercriminalité. Je pense que la CEDEAO travaille sur ces questions et déjà sur la question de la protection des données personnelles, une directive a été adoptée par la CEDEAO et nous pensons qu'avec le président Macky Sall, nous pouvons encore aller beaucoup plus loin pour harmoniser toute la réglementation en matière de numérique. Oui, nos juges sont très bien formés. Moi, j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop, la faculté de droit, j'ai des promotionnaires qui sont juges. Ils sont très bien formés. Maintenant, la maîtrise de l'outil informatique, pas nécessairement. Pas nécessairement, ce n'est pas une question de maîtriser l'outil informatique. Le juge peut s'appuyer sur des experts. Dans la procédure d'enquête, etc., quand le juge ne maîtrise pas certains logiciels, ne maîtrise pas l'outil informatique, etc., peut s'appuyer sur des experts. Ce n'est pas ça le problème. À mon avis, sur ce plan, les juges sont très bien formés et surtout en matière de droit pénal, tous les pénalistes quand même que je connais sont très bien formés. L'essentiel, c'est maintenant l'encadrement juridique, les lois et règlements qu'on met en place. Et c'est là qu'il faut associer tout le monde. Autrement, le juge va appliquer que ce que dit la loi. Le juge n'est pas responsable de ce que dit la loi. La loi est votée par l'Assemblée nationale. Le juge ne fait qu'appliquer ce que dit la loi. Que la loi soit bonne ou mauvaise, le juge est obligé d'appliquer. Mais c'est au moment de la rédaction de la loi et de l'adoption de la loi qu'on doit travailler en synergie. Que les magistrats, les avocats, la société civile, l'État, les privés travaillent en synergie pour que nous ayons de très bonnes lois que les juges après pourront appliquer.